le 20 octobre 2025 à 4h. 30 du matin dans la baie de la mer Noire, près de Koninen. La marine russe escortait un navire logistique de grande valeur. Le navire de débarquement de classe Rapucha transportait 500 tonnes d'obus d'artillerie et de roquettes destinés aux unités de première ligne du secteur de Khersonen. Quelques heures plus tôt, un accord secret entre Moscou et la Turquie avait rouvert un corridor maritime supposément sûr. À bord, le navire suivait un horaire régulier. Les marins étaient détendus. Certains hors service buvaient de la vodka. Le capitaine dormait. Personne n'a remarqué le Barracuda, un navire de surface sans pilote de 6 mètres, fendant les vagues derrière eux à 30 nœuds. Le drone de surface les suivait depuis 45 minutes. Dans sa baie de lancement modulaire se trouvaient 4 drones quadricoptères Wild Hornet FPV. Chaque drone était équipé d'une ogive PG-7 VL à charge creuse de 680 grammes. La mission n'était pas une mission de reconnaissance. Il s'agissait non seulement de détruire le navire, mais aussi de rompre la chaîne logistique méridionale de l'armée russe. Pour l'Ukraine, c'était un pari risqué de 5-0 $, avec des pertes potentielles de plusieurs millions chez l'ennemi. Pour la Russie, ce n'était qu'une nuit de plus dans une guerre qu'elle croyait maîtriser, mais sa confiance était sur le point d'être anéantie. Alors que le Barracuda s'approchait à moins de 3000 d'un navire russe de classe Rapucha, la première ligne de défense s'activa et un faible signal apparut sur l'écran radar côtier d'un centre de commandement à l'intérieur des terres. L'opérateur radar vit un contact au relèvement 270 se déplaçant à basse altitude et à faible vitesse. Il a supposé qu'il s'agissait d'un drone de reconnaissance ukrainien. Il l'a classé comme présentant une faible menace. Le système radar basé sur des algorithmes de l'époque soviétique a calculé la trajectoire prévue et a transmis les données de ciblage aux systèmes embarqués. Mais les Ukrainiens ne volaient pas en ligne droite. Ils semènent le chaos dans les ordinateurs de contrôle de tir russes. Le premier drone Wild Hornet a été lancé depuis le Barracuda et a viré perpendiculairement à la cible. Il a rencontré un vent de travers de 15 nœuds et a entamé une trajectoire en hélice inversée, tournant dans le sens anti-horaire à seulement 3 mètres au-dessus de l'eau sur l'écran radar russe. Son image est devenue erratique et incohérente. L'algorithme de conduite de tir n'a pas pu effectuer de verrouillage. Le drone a alors quitté la zone de détection radar. Le Barracuda a émis un signal d'amplification, lançant les 2e et 3e Wild Hornets. Alors qu'il volait en spirale similaire, la Russie a activé son brouilleur de guerre électronique TK-25E. Une bouffée d'interférences électromagnétiques a empli l'air. L'image sur l'écran de l'opérateur ukrainien s'est brouillée. Les signaux GPS ont disparu. Pendant un instant, les drones ont été hors de vue, mais leur système de navigation inertielle de secours a pris le relais. Grâce à des gyroscopes et des accéléromètres, les drones FPV ont poursuivi leur trajectoire programmée, tandis que les Russes croyaient la menace neutralisée. Les drones ont continué à voler. Barracuda a utilisé son amplificateur à courte portée pour percer le brouillage grâce à des signaux directionnels à gain élevé. L'opérateur a repris le contrôle et a immédiatement mis à jour les 3 drones. Il a lancé le dernier Wild Hornet. À ce moment-là, le système d'armes rapproché AK-630 du navire s'est activé. À 4h44, le CIWS a pivoté et a tiré un flux continu de munitions de 30 mm à une cadence de 5-0 coups par minute. La caméra FPV principale tremblait sous les tirs traçants qui sillonnaient tout l'air autour d'elle. Ce système était conçu pour les avions de chasse et les missiles de croisière et non pour les drones volant à basse altitude. Un délai d'une demi-seconde était prévu pour confirmer les cibles avant la détonation à 160 km. Cette demi-seconde laissait aux drones de combat le temps de se faufiler. Puis vint le 2e ligne de défense, un hélicoptère d'attaque Koi-52. Alligator a décollé d'un navire de soutien russe et voisin. Armé de canons de 30 mm et de véhicules, il s'est élevé dans le ciel avant l'aube. Le pilote a tenté d'utiliser le système de suivi embarqué pour localiser le Barracuda, mais dans le brouillard marin et la confusion engendrée par les drones. L'hélicoptère a ciblé le mauvais objet.
Les drones de combat aérien FPV ont poursuivi leur attaque Helix, tandis que l'hélicoptère identifiait mal leur trajectoire. Au même moment, 2 missiles. 9 M96 furent lancés depuis une corvette voisine. Leur guidage radar verrouilla le premier drone leur qui prenait de l'altitude. Le missile explosa avec succès, mais il s'agissait d'une diversion. En surface, les 2 derniers drones FPV rasèrent l'eau. Utilisant le souffle des rotors de l'hélicoptère et les interférences des traceurs CWS comme couverture, ils se sont glissés dans l'angle mort du navire. Pendant ce temps, le patrouilleur Projet 20 2160 arrivait à toute vitesse par l'est. Son radar tentait de séparer les cibles. L'opérateur ukrainien a divisé l'essaim. Un drone a foncé droit sur le patrouilleur. Le radar russe l'a repéré. Tous les artilleurs et fusiliers à bord du patrouilleur ont ouvert le feu, mais la véritable attaque venait d'en dessous. Les drones FPV restants utilisaient le sillage du navire comme couverture radar. Le commandement russe tenta une ultime manœuvre. Un membre d'équipage activa un système portable, Verba Manpads. Le système de guidage infrarouge verrouilla la signature thermique d'un drone et tira. Mais une fois de plus, le leurre fut touché. Le drone restant piqua à basse altitude. Il se trouvait désormais à moins de 500 mètres. Son opérateur avait déjoué tous les systèmes de défense aérienne russes, radars hélicoptères CIWS et boucliers antimissiles. La dernière ligne de défense du Rapucha échoua à le localiser. Le drone a verrouillé sa cible sur les caisses de munitions visibles posées sur le pont exposé. La phase finale était imminente. Selon vous, quelle est la marine la plus puissante du monde? Répondez numéro 1. Si vous pensez qu'il s'agit de la marine américaine qui possède la plus grande flotte de porte-avions au monde. Commentez numéro 2 si vous pensez qu'il s'agit d'un plan chinois. Expansion rapide avec davantage de navires et de missiles perfectionnés. Commentez numéro 3 si vous pensez qu'il s'agit de la marine russe, avec de puissants sous-marins et des capacités nucléaires. En quelques secondes, le dernier drone Wild Hornet a atteint 400 mètres du navire de classe Rapucha. Sa caméra embarquée a verrouillé sa visée sur les caisses de munitions en acier empilées sur le pont principal. Ces conteneurs contenaient 500 tonnes d'obus d'artillerie et de roquettes sans bouteilles et de roquettes non guidées. L'opérateur a confirmé la zone d'impact et a interrompu les manœuvres d'évitement. Le drone accéléra en ligne droite à 160 km/h, rasant la surface de l'eau à seulement 1,5 m. À cette vitesse et cet angle, toute interception était impossible. Le système AK-630 avait déjà épuisé une grande partie de ses munitions en tirant sur des leurres. Ses canons rougeoyaient. Les marins russes se précipitèrent sur le pont. Certains brandissaient des AK-74 et tiraient à l'aveuglette vers le ciel. D'autres tentaient de recouvrir manuellement les caisses de bâches ignifugées. Le capitaine hurlait des ordres, mais un navire de 4,0 tonnes transportant des munitions réelles ne pouvait manœuvrer assez vite. Le gouvernail grinçait. La coque s'inclina légèrement tandis que le navire amorçait une lente manœuvre d'évitement, mais il était bien trop tard. À 4h47 précise, le drone percuta la caisse centrale. L'ogive PG-7VL explosa avec un claquement métallique sec. Ce ne fut pas une boule de feu, mais une explosion concentrée utilisant l'effet Monroe. L'explosion a créé un jet surchauffé de cuivre en fusion, atteignant plus de 4,02 GGF et se déplaçant à près de 25 pieds par seconde. Le jet a percé la paroi d'acier du conteneur de munitions d'une épaisseur de 1,27 cm. À l'intérieur, le jet de fusion a enflammé la charge propulsive du premier obus d'artillerie de 152 mm, déclenchant les obus suivants en moins d'1 seconde. Le pont entier se transforma en un véritable brasier. Le résultat fut catastrophique. Le pont du navire Rapucha fut instantanément vaporisé. L'onde de choc arracha les plaques de blindage de leur soudure. Un nuage en forme de champignon composé de feu et d'acier s'éleva à 150 mètres de hauteur. L'onde de choc s'est propagée à une vitesse supersonique. Les vitres des navires voisins ont volé en éclats. Une impulsion thermique de plus de 3500 degrés a tout brûlé dans un rayon de 60 mètres. L'explosion a soulevé une grue de 40 tonnes de ses fondations et l'a projetée à la mer. Les marins furent projetés au sol.
Leur caméra de pont avant capta l'explosion sous la forme d'un éclair de lumière blanche suivi d'une onde de choc qui secoua la coque comme lors d'un tremblement de terre. Les instruments enregistrèrent une secousse sismique de magnitude 2,4 sur l'échelle Ertor localisée dans la baie. Les communications radio furent interrompues pendant 10 secondes en raison des interférences électromagnétiques provoquées par la boule de feu. Le Rapucha commença à se disloquer. Sa quille céda sous la pression. Le navire se plia en deux comme un morceau d'acier déchiré. La proue se souleva un instant puis coula à l'avant. La poupe suivit. Son moteur tournait encore jusqu'à ce que l'eau remplisse la chambre. Le temps total entre l'impact et l'immersion complète fut inférieur à 4 minutes. Sous l'eau, l'explosion projeta des débris dans un rayon de 90 mètres. Le fond marin était marqué d'acier tordu. Des obus d'artillerie brisés et des conteneurs calcinés jonchaient le sol. Du carburant s'est répandu dans l'eau, créant une nappe de pétrole enflammée qui a brûlé pendant des heures. Un dôme radar détruit a dérivé sur 6 cm avant de couler. Le panache thermique a tué les poissons à proximité et a carbonisé les organismes du fond marin sur une vaste zone à une distance de 50 mètres. L'opérateur de drone ukrainien a vu la silhouette infrarouge disparaître de son écran. Il a noté l'heure de l'impact et l'estimation des dégâts. Son logiciel de mission a calculé le montant total des destructions. Un navire de 200 millions détruit 500 tonnes de munitions perdues et une réduction de 20% de la puissance de feu pour tout le secteur Carson. Il déclara l'opération terminée et envoya un message d'un seul mot au commandement « Terminé ». De retour dans la salle des opérations russes, la confusion fit place à la panique. Les commandants se disputaient pour savoir s'il s'agissait d'une frappe de missile ou d'une explosion interne. Un officier évoquait un sabotage. Un autre exigeait une analyse satellitaire immédiate. Mais en moins de 30 minutes, des comptes de pêcheurs locaux sur les réseaux sociaux publiaient des vidéos montrant l'attaque en direct. La vérité avait déjà éclaté. La destruction du navire de classe Rapucha a immédiatement créé un vide stratégique. Les forces russes du secteur de Kherson ont perdu 500 tonnes de munitions de ravitaillement médialement prévues, soit plus de 20% de leur stock d'artillerie actif. Sans cela, les batteries de première ligne ne pouvaient pas assurer l'acheminement quotidien des barges. Pendant les 7 jours suivants, les canons russes alignés sur une ligne de 30 mètres restèrent sinon silencieux. L'infanterie et les unités mécanisées ukrainiennes profitèrent de l'occasion. Des images de drones montrèrent des éléments avancés progressant au-delà de zones auparavant statiques. Plusieurs positions russes furent abandonnées sans résistance dans les bunkers de commandement. Les officiers russes s'efforcèrent de réaffecter les munitions limitées provenant d'autres secteurs, mais les tensions sur la chaîne d'approvisionnement étaient déjà visibles. Le corridor maritime ouvert, grâce à l'accord avec la Turquie, était conçu pour contourner le corridor terrestre vulnérable de Crimée. Or, cette voie étant désormais détruite, le commandement logistique russe n'a eu d'autre choix que de réacheminer les approvisionnements via la Crimée. Cela impliquait des temps de trajet plus longs et une exposition accrue aux frappes de missiles HIMARS et Storm Shadow. Les services de renseignement ukrainiens ont immédiatement exploité ce changement. 3 jours après la frappe de Rapucha, une nouvelle colonne de camions a été repérée, traversant le pont de Chongar. 10 minutes plus tard, 2 roquettes GMLRS touchèrent le véhicule de tête. Le convoi entier dut s'arrêter en direction de Moscou. Ce fut une double perte. La mer n'était plus sûre et le pont terrestre était sous un feu nourri. Le traumatisme psychologique fut également considérable. La doctrine navale russe partait du principe que les systèmes de défense multicouches rendaient le ravitaillement en mer Noire invulnérable. Ce mythe a été réduit à néant par 4 drones FPV et un USV bon marché. En réponse, le haut commandement a ordonné le déplacement des systèmes de défense aérienne Panzer et Tauré des lignes de front vers des navires et des plateformes portuaires stratégiques. Chaque batterie déplacée vers la côte représentait une batterie de moins pour la protection des troupes russes. L'Ukraine a imposé une redistribution de ses ressources stratégiques en utilisant des tactiques à bas coût. Les médias russes ont rapporté que l'incident était un incendie à bord, causé par une erreur humaine, mais des images satellites de Maxar et des vidéos de pêcheurs locaux ont prouvé le contraire. Les analystes occidentaux ont estimé les dégâts totaux à plus de 250 millions de dollars. Pour l'Ukraine, le retour sur investissement était stupéfiant.
Un système à 50 $, avait provoqué des mois de perturbations. Le message était clair, la précision et l'adaptabilité l'emporteraient sur la masse et l'arrogance. La Russie pensait contrôler la mer Noire. Mais après le 20 octobre, il ne faisait plus que le louer et le prix a augmenté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine analyse approfondie du champ de bataille où chaque frappe raconte une histoire. À bientôt pour la prochaine mission.